Bonjour Alain. Bonjour, bonjour, comment ça va Je Catherine? Ça va bien. Je t'invite à fermer ton micro et ta caméra. On va commencer dans 1 ou 2 minutes. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce deuxième panel hivernal de Vivre en ville. Merci d'être présents en aussi grand nombre. On est déjà une centaine et on avait jusqu'à 220 inscrits. Donc, mon nom est Catherine Boisclair. Je suis urbaniste et coordonnatrice aménagement du territoire et urbanisme à Vivre en ville. C'est moi qui serai votre hôte ce midi. D'ailleurs, bon appétit à ceux qui mangent avec nous. Tout d'abord, quelques consignes d'usage. Comme je le disais dans l'outil Converser, vos caméras et vos micros resteront fermés tout au long du panel. Nous vous invitons à nous faire part de vos questions, de vos commentaires via l'outil de discussion de Zoom. Nous les partageons aux panélistes lors de la période d'échange avec le public. Pour accéder à cet outil, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Zoom, il suffit de survoler le bas de la fenêtre Zoom pour voir apparaître une petite icône de bulle. C'est l'option Converser. Certains liens complémentaires à la discussion vous seront également partagés via cet outil. Je vous présente brièvement Vivre en ville pour ceux qui ne connaissent pas. Organisation d'intérêt public, Vivre en ville contribue partout au Québec au développement de collectivités viables, œuvrant tant à l'échelle du bâtiment qu'à celle de la rue, du quartier et de l'agglomération. Lors du panel précédent, nous nous sommes penchés sur les enjeux de l'adaptation des milieux de vie aux inondations. Aujourd'hui, nous allons parler des centres d'achat et de leur requalification. Donc, le titre du panel se voulait audacieuse. Y a-t-il encore une vie pour les centres d'achat? Donc, on voudra parler avec nos panélistes de la vitalité de ces lieux, bien sûr, avec le contexte de pandémie, mais bien sûr, on continue d'évoluer dans un contexte de crise climatique et en lien avec les transformations urbaines pour y faire face. On voudra donc discuter des perspectives de redéveloppement de ces milieux monofonctionnels. On s'intéressera à la question donc en compagnie de nos invités à qui je souhaite officiellement la bienvenue. Je mentionne, avant de vous les présenter, que Vivre en ville est sensible à la question de la parité homme-femme
et de la présence des femmes sur les panels. Les circonstances ont fait que ce panel est exclusivement masculin. Sachez que le prochain panel auquel je participe, il y aura une majorité de femmes. Donc voilà, mais on cherche toujours à faire face à cet enjeu parmi les autres enjeux de diversité aussi. Donc, je vais laisser les panélistes se présenter plus longuement. Je vais les mentionner un à un et je vais les inviter à faire des remarques préliminaires d'environ 4 minutes. Je les arrêterai après 5 minutes maximum et ensuite, j'aurai des questions pour eux pour ensuite laisser la place aux questions du public. Donc, j'invite à prendre la parole tout d'abord François Duchastel, qui est stratège urbain et architecte pour Vodou Associates. Donc, François, à vous la parole. D'accord, merci bien pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de pouvoir partager avec vous aujourd'hui et discuter de ces questions-là. Je vais partager un écran pour prendre un peu une petite rapide prise de position un peu sur comment nous, on voit les choses évoluer le futur bref, disons, sur les questions des centres d'achat. Donc, pour commencer, peut-être, Vodou Associates, on est des stratèges urbains et stratèges pour les destinations commerciales et les destinations communautaires, si on peut dire. On travaille tant en Europe qu'ici au Québec. Et puis, pour commencer, disons, effectivement, les centres d'achat sont un modèle en transformation, mais ce n'est pas nouveau. Hein. C'est une situation qui existait même avant le COVID, comme on le sait. Si on regarde, par exemple, juste le secteur de la mode, donc les vêtements, McKinsey le suit depuis plusieurs années. Il y a une consolidation assez importante où il y a à peu près une vingtaine, trentaine de marques qui émergent et qui capturent une dominance super dominante du marché, disons, de ce créneau-là et capturent 180% des profits, laissant les autres 80% des joueurs vivoter. Et ça aussi, ça a des implications que ces marques-là dominantes, comme l'a montré Nike récemment, n'ont plus besoin des intermédiaires comme les centres d'achat ou l'autre pour aller directement aux clients. Et ils vont directement de plus en plus. Parallèle à ça, on sait depuis déjà plusieurs années que le parcours commercial, le client, est fortement digitalement influencé et la plupart de nos achats font à une partie du moment du parcours digital. Et ça transforme aussi la relation avec le consommateur et entre le consommateur et le centre d'achat. Et en plus, ça fait que maintenant, les réseaux sociaux entrent dans le jeu et deviennent, eux, par leur accès aux clients, un mode ou un canal important. Bon, c'est en même temps, dans le cas du COVID, une bouée de sauvetage pour les petits commerces qu'on a eu, le high street, la rue commerciale ordinaire, les petits commerces qui n'avaient peut-être pas l'infrastructure peuvent utiliser ces plateformes pour continuer l'intimité aux clients et aussi utiliser le même genre de plateforme pour la livraison. Donc, ça leur donne aussi une bouée de sauvetage. Et on a vu justement les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram rentrer et essayer de lancer des initiatives. Un autre facteur qu'on voit, c'est les grandes marques, là, qu'on parle les dominantes, par exemple, les marques comme IKEA ou Leroy Merlin, j'ai des exemples plutôt européens, commencent à se entourer d'un écosystème serviciel qui renforce un peu toute l'expérience, mais aussi toute les features, les composantes du produit qu'ils offrent. Donc, par exemple, IKEA qui a racheté TaskRabbit qui permet à des gens de faire assembler ce qu'ils ont acheté ou livrer avec Box2Home. Donc, toutes ces choses-là sont quand même des choses qui se transforment. On le voit la même chose dans la place publique, la communauté, où de plus en plus, on a cette place publique, le placemaking, qui est à la fois physique, comme anciennement, mais aussi digital, dans le sens qu'il y a beaucoup de services, c'est le même écosystème serviciel qui émerge au niveau communautaire. Et ça influence aussi comment la relation, non seulement au commerce, mais à tout ce qui est service, transforme un peu aussi les dépenses et le style de vie des gens. Donc, tous ces phénomènes-là ensemble, en plus que déjà le modèle de centre d'achat, on parle de grands centres d'achat régional, 75 à 80 000 mètres carrés, 7 000 autos, est en voie d'affaiblissement, surtout la disparition des encres hein, et la diminution du trafic qui en vient. Et finalement, ce qui reste, à notre avis, c'est l'attractivité comme destination. Et c'est la chose qui fait qui va différencier ceux qui vont survivre, ceux qui vont peut-être devoir disparaître.
Et on croit, nous, fortement à l'urbanisation de ces sites de centres d'achat dans ceux qui peuvent le faire, surtout liés au mode de transport. Et donc, juste pour conclure un peu cette prise de position, on pense qu'il y aura moins de centres d'achat, purement centres d'achat, moins de retail ou de commerce traditionnel et plus de fonctions mixtes qui vont apparaître. Donc, la mixité des fonctions va changer. Et c'est le succès comme destination qui sera déterminant. Et cette urbanisation passera aussi par une certaine pertinence communautaire aussi. Et si on est capable d'atteindre cette pertinence communautaire, ben, le centre d'achat aura une raison d'être toujours, mais il ne sera plus un centre d'achat comme on l'entend présentement. Donc voilà, c'était mon petit grain de sel dans la discussion pour commencer. Très bien, merci François. Donc, je passe maintenant la parole à Mathieu Forget, qui est responsable des relations avec la communauté chez Trudel Immeubles. Mathieu. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir de participer à un panel dont le sujet m'occupe beaucoup et me passionne. Je suis Mathieu Forget, je suis responsable des relations avec la communauté pour Trudel Immeubles. Trudel Immeubles, c'est une entreprise de Québec qui a une centaine de propriétés, dont certaines bien connues de la région, c'est-à-dire Fleur de Lys, Place des Quatre-Bourgeois et notamment Gary-Charlebourg. Et dans leur évolution d'affaires, Trudel Immeubles tente de se spécialiser dans l'acquisition de centres commerciaux afin de les requalifier, de les redynamiser. Et donc, moi, pour faire du pouce avec M. Duchastel, c'est effectivement, on parlait de milieu de vie, d'avoir une intégration communautaire à ces sites-là. Eh bien, moi, j'interviens, et ça va être un peu les propos que je vais prendre aujourd'hui. L'importance de l'interaction avec le milieu lorsqu'on fait une transformation d'un centre commercial. On s'entend, c'est des lieux qui sont pour certains un peu mythiques. On a de l'affection, on a un sentiment d'appartenance. C'est des grandes propriétés. On veut les urbaniser, ça veut dire qu'on veut modifier, améliorer autant que possible le milieu de vie des gens qui y vivent au pourtour. On veut y ajouter des résidents et d'autres fonctions. Tout ça ne se fait pas facilement. Si on veut qu'il y ait une appropriation du milieu dans ces projets-là, de là l'importance de bien les consulter. C'est un peu l'expérience qu'on a fait avec Fleur de Lys qui est devenue maintenant une obligation dans tous les redéveloppements de sites maintenant chez Trudel. Ce que l'on fait, exemple qu'on a fait à Fleur de Lys, on a consulté tout près de 2500 clients et résidents sous forme de sondage et de petites entrevues en centre commercial. On a aussi consulté les organismes communautaires. Avant de développer un site, c'est important de bien connaître le milieu, les enjeux du milieu. 70 organisations communautaires qui ont été rencontrées en entrevue, plus d'une soixantaine de commerçants également du site et du pourtour du site de Fleur de Lys. C'est le point de départ si on veut réussir à requalifier ces sites-là. D'autant plus que c'est pas simple. Souvent, on va changer drastiquement la vocation de ces propriétés-là et vous comprendrez que les règlements de zonage n'ont pas été conçus pour de telles transformations. Donc, on se doit d'interagir avec le milieu parce que le milieu, parce qu'au Québec, va avoir un mot à dire, notamment dans ces modifications de zonage-là. Donc, la proactivité en amont, l'intégration communautaire. Puis, finalement, en conclusion, pour moi, on veut générer un milieu de vie, ça dépend de quoi? Ça dépend d'une intégration, d'une appropriation, d'une mobilisation de la communauté. Puis la communauté, c'est les citoyens, c'est les clients, c'est les commerçants, c'est les organismes communautaires ou toute autre organisation autour. Il faut considérer ça de cet ensemble-là pour en arriver à ces succès-là. Et donc, je donnerai plus amples exemples dans nos discussions à venir avec les autres panélistes, mais vous comprenez que c'est sur ces points de vue-là que je vais aborder la question de la requalification des centres commerciaux. Merci. Merci Mathieu. Donc, ça met bien la table. Notre prochain panéliste, c'est Alain Migueles. Il est gestionnaire des politiques d'urbanisme à la Ville d'Ottawa. Et pour ceux qui suivent les activités à Vivre en Ville, vous l'avez peut-être déjà vu dans nos rendez-vous collectivités viables ou certaines conférences. Alain, à vous la parole.
Merci beaucoup. Alors, moi, j'interviens à titre d'urbanisme municipal, si vous voulez, parce qu'on voit, je vous dirais, pour commencer, euh, il y a des typologies de centres d'achat, ne sont pas tous les mêmes. Et il y a des typologies d'emplacement de centres d'achat, ils ne sont pas tous les mêmes. Dans une ville comme la nôtre, on a déjà plusieurs projets de requalification et de réurbanisation de centres d'achat. Mais on part, nous, de l'optique que le principe même du centre d'achat, le centre d'achat a été inventé comme négation de l'espace public. C'est un espace privé. J'ai en arrière-fond une image des années 70 d'une rue où il y avait des magasins. Et la rue est un espace public, alors que le centre d'achat est un espace privé. Alors, le premier défi pour qualifier un centre d'achat, c'est de réintroduire un espace public sur un terrain qui était autrefois complètement privé et qui était aussi délibérément conçu pour situer l'édifice en retrait de la rue et donc de rompre la continuité le long de la rue qui faisait que les gens se promènent et fassent du lèche-vitrine le long du trottoir. C'était non seulement une logique automobile, mais c'était aussi une logique de concentration de l'espace de vente et donc du public acheteur dans un espace privé qui ne se reliait pas à l'espace public. Alors là-dessus, il y a plusieurs sortes ou typologies de sites. Il y a des centres d'achat comme le Centre Rideau, le Centre Eaton à Montréal, le Centre Eaton à Toronto, qui sont maintenant tout simplement des extensions de leur station de métro. On a raccordé la station du métro ici à Rideau, au Centre Rideau. Et la typologie de commerce qu'on retrouve au Centre Rideau est assez unique aussi parce que c'est un centre commercial unique en centre-ville et qui a des marques et des brands, si vous voulez, qui se retrouvent nulle part ailleurs. Donc, il y a quand même un pouvoir d'attraction qui vient de cette unicité commerciale. Et le Centre Rideau, on a passé beaucoup de temps avec ses propriétaires, qui ont changé d'ailleurs, à les faire ouvrir des portes sur la rue. Donc, ils font partie d'un espace public et on a mis beaucoup de sous à requalifier la rue Rideau. Si vous faites un tour à Ottawa, là, bientôt, vous allez voir qu'elle s'est redonnée du neuf. Le centre Saint-Laurent, ici, c'est la même chose. Il est raccordé à une station de métro et il y a des commerces qui sont assez uniques. Donc, il y a une typologie de centres d'achat qui, je pense, pour un certain temps, vont continuer à perdurer d'après la logique centre d'achat, c'est-à-dire des couloirs intérieurs sur lesquels donnent des magasins. Par contre, il y a des centres d'achat qui sont sur des grandes artères. Et là, c'est là où nous, à Ottawa, notre prochain plan officiel tourne complètement à 180 degrés. On ne fait plus du land use planning. On ne planifie plus sur l'utilisation du sol. On planifie à partir du transept sur la fonction urbaine et sur la forme urbaine. Donc, on a complètement laissé tomber l'idée de planification par land use. Alors, on regarde d'abord à la fonction. Quelle est la fonction du couloir? Et là-dessus, donc, tous nos outils réglementaires vont se tourner sur comment vous participez à la fonction urbaine de ce couloir. Et donc, la première discussion, c'est si vous requalifiez votre centre d'achat, de quelle façon est-ce qu'on peut vous faire participer au couloir? Et de quelle façon est-ce que vous branchez sur l'espace public? Parce qu'il y a deux difficultés. Premièrement, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait avec l'espace. C'est facile de démolir des édifices et d'en rebâtir des nouveaux, mais où est-ce qu'on place les fonctions? Où sont les portes des magasins? Sur quoi ça donne? Ça donne sur le parking ou ça donne sur le trottoir? Où est-ce qu'on met les autos? Et comment est-ce qu'on fait le séquencement ou le phasage d'une reconstruction? Et là-dessus, il y a des typologies aussi. Il y a les plus grands sites qui permettent un phasage plus simple et il y a les plus petits sites où c'est plus compliqué et où on a vu des propriétaires suivre des stratégies assez intelligentes d'ailleurs, où ils synchronisent tous leurs baux commerciaux pour qu'ils viennent à échéance en même temps. Et là, ils peuvent vendre un package à un développeur où tous les baux expirent en même temps et c'est une démolition, une reconstruction dès le départ. Parce que la grande difficulté des centres d'achat, c'est que très souvent, surtout les plus grands, ils ont des baux commerciaux qui viennent à échéance à des moments différents et c'est un spaghetti inextricable d'essayer de séquencer une reconstruction. Alors, c'est quelques-unes des choses qu'on observe. On pourra continuer un peu plus tard, mais je voulais juste positionner ces quelques idées pour commencer. Merci. Merci beaucoup, Alain.
Donc, 3 perspectives très différentes. On complète par Christian Savard, qui est directeur général de Vivre en Ville. Bonjour à tous. Pendant que j'active mon partage d'écran qui fonctionnait bien tantôt, bien que là, on dirait que je ne trouve plus, mais je vais retrouver. Juste pour vous dire, le titre du panel aujourd'hui, c'est un peu ma suggestion à l'équipe. C'est un peu en réaction aussi par rapport au fait qu'il y avait beaucoup de panels qui ont été présentés dans les dernières semaines qui remettaient en question, par exemple, la place du centre-ville, la place de la ville. Donc, un peu par provocation, j'ai fait la proposition de dire, y a-t-il un avenir pour le centre d'achat ou y a-t-il un avenir pour le centre d'achat de banlieue? C'est un peu l'idée était un peu de provoquer par rapport à ça. Donc, et là, pourquoi je ne trouve plus ma présentation qui fonctionnait très bien tantôt? Ah, voilà, la voilà. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça fonctionne? Catherine? Pas encore. OK. C'est un écran bizarrement noir avec une barre OK. de fenêtre. Bon, désolé. Évidemment, c'est à ce moment-là, on le fait le test avant, puis tout fonctionne, et puis là, après, ça ne fonctionne plus. Je vais faire ça comme ça. Bon. Et cette fois-ci, est-ce que c'est mieux, non? Non, ça ne marche pas. Oh là là! Il n'y a rien qui apparaît du tout? Il y a une barre qui apparaît cap rouge final, keynote, comme si c'était un autre document. OK. Bon. On va arrêter le partage d'écran. Si ça peut aider, il faut faire le mode plein écran avant de partager. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc, en fait, ça devrait fonctionner là. Lecture. Évidemment, c'est le gars de l'organisation qui échappe. Le partage. Christian, si tu permets, pendant ce petit fine-tuning, puis on te repassera la parole à... Ça fonctionne? Voilà. Bon, oui. Désolé tout le monde. Désolé. Donc, je vais d'entrée de jeu y aller un peu comme M. Duchâtel sur la perspective là, du commerce au Québec actuellement. Il y a une étude qui a été faite par Viséo pour le compte de l'Union des municipalités du Québec qui a démontré qu'est-ce que voulait dire là, pour le brick et mortier et pour les villes, la montée en puissance du commerce électronique. Et ça, on parle de chiffres qui datent de 2016-2017. Et donc, vous pouvez comprendre qu'avec la pandémie, les tendances que vous voyez sur la diapo ne peuvent que s'accélérer. Mais les ventes en ligne pour 2006 représentaient une valeur faisant en sorte qu'une perte de 2000 commerces, donc une valeur foncière de 3 milliards, ce qui représente 65 millions en taxes foncières pour les villes, l'équivalent de 350 Walmart. Ça, c'est selon l'étude d'Aviséo qui démontrait qu'il y a une pression très forte sur le pied carré commercial pour une rationalisation de ça et donc qui fait en sorte que tout le commerce de détail et le commerce de manière générale est en train de vivre une grande transformation et qui a un impact sur nos rues commerciales, mais également sur les centres d'achat qui est l'infrastructure spécialisée. Monsieur Miguelès l'a dit juste avant, il y a différentes typologies. Pour le reste de mon petit mot, je vais vous parler d'une typologie qui a beaucoup d'atouts et qu'il ne faut pas perdre peut-être ces atouts-là. Je parle du petit centre d'achat de banlieue, centre d'achat de proximité, qu'on retrouve souvent sur une artère principale, donc parfois sur une strip, parfois sur un parcours traditionnel. Donc, ici, vous avez le cas de Cap-Rouge, le mail Cap-Rouge, qui subit justement ce que nos balenistes avant ont dit, l'espèce de transformation, de densification. Si on regarde l'évolution de ce centre d'achat-là, donc le mail Cap-Rouge, vous avez ici une capture d'écran de Google Street View autour de 2016, 2017.
donc qui offrait à peu près tout, là, les commodités du quotidien qui vont de l'épicerie à la pharmacie. L'autre côté de la rue, il y a une caisse populaire, il y a la SAQ. Bref, un centre de quartier. Et ce centre d'achat-là est finalement, probablement, comme le disait M. Miguelez, il y a eu une partie des baux qui ont été vendus. Et donc, on se retrouve avec un centre d'achat qui a migré à moitié. Donc, commencer sa transformation pour, encore une fois, souvent des appartements pour personnes un peu plus âgées. Dans ce cas-là, c'est les résidences Chartwell, qu'on arrive avec un projet de densification à une échelle relativement humaine. Là, on ne parle pas de bars de 12 à 15 étages, on parle plus de 5 à 6 étages. Donc, une densification qu'on peut trouver importante avec un certain encadrement de la rue, comme on peut le voir ici. Mais une inquiétude, et là, pour ceux qui me connaissent, j'en profite de parler du fait que peut-être que on peut perdre des choses aussi avec la transformation de ces centres d'achat-là. Dans ce cas-là, il y a un Provigo qui a fermé, qui a été la densification du centre d'achat s'est faite au détriment d'un Provigo. Et donc, un Provigo qui était central dans la banlieue de Cap-Rouge, je ne retrouve pas. S'il y a des gens de Cap-Rouge qui peuvent me dire qu'ils ont rouvert le Provigo, selon ma dernière enquête, il n'y avait pas d'épicerie, mais je me trompe peut-être. Et ce qui fait en sorte que on se retrouve avec un centre d'achat qui offrait des services à distance de marche pour un paquet de monde et qui va peut-être évoluer dans une forme urbaine qu'on va aimer, mais au niveau de ce qu'il va offrir, au niveau de sa centralité, qui était très intéressante malgré une forme très axée sur l'automobile, ça fait en sorte que maintenant, on se retrouve que tout le monde va au gros IGA au coin de la rue. Pas au coin de la rue, au coin de l'autoroute, à la sortie de l'autoroute. Donc, on a ici un enjeu de transformation de centre d'achat qui peut être positif d'un point de vue insertion urbaine, atmosphère urbaine, mais qui peut aussi mener à la perte de services de proximité au cœur de quartier. Donc, comme quoi, parfois, la transformation peut se faire au détriment de la proximité, une transformation qui peut, au premier abord, être plus urbaine. Donc, c'est le genre de dossier qui m'intéresse beaucoup, qu'on tente de surveiller. Et il y a eu des interventions intéressantes avant, justement, qui disaient que la transformation des centres d'achat, justement, doit se faire en fonction de faire quelque chose qui était très privé, quelque chose d'un peu plus public. Et là, dans ce cadre-là, il va falloir justement un bon partenariat entre les villes et les propriétaires de ces terrains-là pour améliorer la situation et non pas juste faire une densification ou un remplacement d'un bâti par quelque chose de juste plus dense, mais qu'il n'y a pas d'amélioration au domaine public. Donc, pour moi, ça va être un des grands défis, je pourrais dire, urbanistiques des prochaines années, la reconversion de tous ces petits centres d'achat-là, parce qu'il y en a partout, hein, même dans les villes moyennes, j'en ai vu des cas à Saint-Hyacinthe de densification. Donc, c'est très, très important d'en faire des défis et chaque ville du Québec devrait quasiment avoir là, une cellule spécialisée pour ce genre de défis-là. En tout cas, nous, de notre côté, à Vivre en Ville, on les surveille avec beaucoup d'intérêt, voir comment la situation évolue pour que ça évolue pour le mieux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un autre écueil, et là, on parle souvent de centres d'achat d'un peu plus gros, mais Amazon, donc celui avec qui arrive tout le commerce en ligne, le dominant, a compris qu'il doit être un peu plus proche du monde s'il ne veut pas se faire trop rattraper par les Walmart de ce monde sur la question du commerce en ligne et commence à s'installer dans des centres d'achat et à des centres d'achat où il y a les fameux anchors, là, les grands achalandeurs de type Sears, pour faire des entrepôts pour être plus proches de leurs clients. Mais à la fin, ça veut dire qu'on va transformer des centres d'achat en des parties en entrepôts avec toutes les entrées-sorties de camions qu'on peut imaginer, avec le peu que ça va amener au niveau de l'expérience urbaine. Donc, je voulais quand même finir mon intervention avec cette petite ouverture sur cette question-là. Et encore désolé pour les pépins de démarrage. Donc, voilà, merci. Merci, Christian. Donc, vous avez tous positionné qu'il y a des transformations qui s'en viennent et que les centres d'achat ne sont pas tous égaux devant ces transformations-là. Donc, maintenant que le panel est lancé, vous pouvez
ouvrir vos micros. Donc, en fait, j'aimerais peut-être vous entendre. Vous avez commencé à le positionner. Qu'est-ce qui est à perdre et à gagner dans ces transformations-là? Christian a mentionné la proximité de certains services qu'on a actuellement, puis peut-être qu'on n'aura plus, même si on a plus de logements dans ces lieux-là. Qu'est-ce qui est à surveiller? Qu'est-ce qu'on peut gagner avec ces transformations-là? Puis qu'est-ce qui est un risque qu'il faudrait protéger? Puis en complémentaire, c'est quoi nos moyens pour protéger ça? Puis quand M. Duchestel prendra la parole, ce serait peut-être intéressant de nous préciser qu'est-ce que fait Vodou Associates, comme je ne vous ai pas présenté. D'accord. Je suis d'accord. Effectivement, il y a une opportunité parce que la transformation est entamée, puis là, avec COVID, elle s'accélère. Hein. Donc, beaucoup de choses qui auraient pris peut-être 5-6 ans vont se faire rapidement. Mais je pense que, un peu comme M. Miguelez mentionnait, je pense qu'il y a une importance de créer une certaine milieu de vie qui va faire que ça va se tenir un peu au niveau urbain du contexte et tout ça. Je suis un peu étonné quand même du cas de Cap-Rouge, que l'épicerie a disparu, parce qu'en général, c'est quand même un commerce de base qui est au cœur de la communauté. Puis c'est un peu ça que nous, en fait, Vodou, on assiste surtout dans les avant-projets, puis la stratégie de redéveloppement, pas seulement des centres d'achat, mais des zones communautaires, on peut dire des quartiers, des villes. Et puis, c'est toujours un peu le défi d'essayer de voir comment on peut renforcer la communauté. Puis, ce n'est pas juste du commerce, c'est aussi des services, c'est aussi tout ce qui est les autres éléments sociaux, si on peut dire. Et je pense que c'est ça un peu le défi surtout des villes qui sont très étalées ou des banlieues très étalées, de comment retrouver peut-être un centre, un village urbain qu'on appelle nous souvent, de créer parce que la densité va aider à justement remettre un peu de cette vie de quartier dans souvent même les petits quartiers, centres d'achat de quartier qui demeurent quand même des structures monofonctionnelles et d'en faire un peu un quartier mixte comme un peu un village à l'ancienne, si on peut dire, un peu plus gros. Oui. Je pense qu'à mon avis, pour nous, l'emplacement de chaque site va être un des points de départ sur l'analyse qu'on fait de son redéveloppement. Je pense qu'il y a des sites qui sont en banlieue profonde où l'orientation automobile est très ancrée. Et l'ajout de logement en soi, ça ne nous dérange pas évidemment, mais c'est un milieu de vie qui va continuer à fonctionner de façon pas mal orientée sur l'automobile. Mais il y a des quartiers qui sont, disons, plus proches du centre, où il y a déjà un usage du transport actif et du transport en commun qui est assez fort, et où on peut commencer à changer aussi la façon dont les habitudes se font vis-à-vis de la desserte commerciale, vers un usage moindre de l'automobile et vers tout simplement le redéploiement des commerces de façon plus piétonne pour que les gens y arrivent à pied. Et ça, c'est une stratégie assez spécifique. L'organisation de la ville en transect nous aide à cibler les politiques qui s'appliquent à chaque cas d'une façon que les anciens outils ne nous le permettaient pas. Alors, c'est de pouvoir faire la lecture si on parle à un promoteur qui a un site dans un quartier qu'on dit en transformation. Ben, est-ce qu'on a les ressources pour aider ce projet à aller d'avant d'après les paramètres d'un quartier en transformation? C'est quelque chose qui peut aussi se raccorder beaucoup au niveau de desserte en transport en commun. Ce qu'on observe, c'est que ceux qui sont en chantier actuellement à Ottawa sont les centres d'achat qui sont bien placés sur le réseau de transport en commun. Si on regarde, par exemple, un centre comme Saint-Laurent, où il y a 45% de la clientèle qui arrive en transport en commun, ben, ça permet d'éliminer des cases de stationnement. Si on regarde un centre comme Billingsbridge même, qui est une station, et où 30% de la clientèle vient en transport en commun, c'est très grand. Même un centre de quartier comme Elmvale, qui a une station de transfert d'autobus, donc c'est pas du transport rapide, c'est pas le métro, c'est juste des autobus, mais c'est une station de rabattement importante. Ben, là, il y a 2 tours en construction dans le centre Elmvale qui enlèvent à peu près 25% du stationnement de surface. Donc, l'emplacement en relation au réseau de transport en commun
commence à devenir un facteur. Parce que la grande difficulté, c'est de quelle façon est-ce qu'on peut faire germer un milieu urbain dans quelque chose qui est fondamentalement suburbain et par où on commence. Et par où on commence, est-ce qu'on a l'afflux de gens suffisant pour commencer à enlever du stationnement en surface? Et il y a certains sites où la réponse est oui, il y a certains sites où la réponse est non. Et de pouvoir les distinguer, c'est déjà un bon point de départ. OK, merci. Mathieu, qu'est-ce qu'il y a à perdre ou à gagner dans le redéveloppement des centres commerciaux? Bien, il y a à perdre, lorsqu'on fait une requalification qui est mal faite, on peut déstructurer davantage encore un milieu de vie. Ça, c'est à perdre énormément. Puis on le voit avec l'exemple de Capot. Ils ont perdu effectivement une épicerie qui était, à mon avis, je connais bien le secteur pour avoir eu un pied à terre dans ce coin-là. Il était pratique, il était bien placé. C'est pour ça que ce qu'on a à perdre, ce qu'on a à gagner, c'est un milieu de vie extraordinaire si on le conçoit avec la communauté. Ça, c'est sûr. On va améliorer un milieu, on va le restructurer de façon incroyable. Mais on l'a dit, il faut comprendre le fonctionnement de notre établissement et du milieu au pourtour. De savoir notre épicerie qui existe déjà, c'est quoi quelle est la relation des gens, de nos clients par rapport à cette offre-là actuelle. Bien la comprendre. Et c'est là qu'on peut, à travers nos démarches de consultation à Fleur de Lys, on a décodé qu'il y avait une opportunité d'amener un établissement d'enseignement. Puis au lieu de faire un Amazon dans le plus gros bâtiment Anchor de la Ville de Québec, le Sears de Fleur de Lys, qui est le premier Sears à l'époque en 1963 qui s'est établi à Québec, bien, au lieu d'en faire des entrepôts Amazon, on en fait un campus universitaire. Parce qu'il y avait un besoin, l'école psychosociale, la particularité du milieu de Vagny, Limoilou, Saint-Sauveur, il y avait cette opportunité-là. On l'a décodé en travaillant avec la communauté, en la consultant. Et de là, imaginez juste cet exemple-là à Fleur de Lys, d'amener un campus universitaire, comment on entame cette restructuration-là. Et en plus, évidemment, la trame urbaine va suivre. On démaille en partie, on amène des rues, mais tout ça, ça va drôlement améliorer la qualité de vie des gens. Mais on a compris au départ, avant de se lancer tout azimut, la relation des gens par rapport à l'établissement, la relation des commerçants par rapport à leur propre établissement, comprendre l'histoire aussi du secteur. C'est ce qui fait que par la suite, on trouve les voies de passage pour redévelopper puis en faire vraiment une plus-value extraordinaire dans un milieu, là. Merci. Christian, je ne sais pas si vous voulez compléter sur ce qui est à perdre ou à gagner. Je pense que ma présentation a bien démontré. L'a bien mis. Vous avez mentionné tous que on transforme les centres d'achat pour y ajouter des logements, pour y ajouter des espaces publics. On a même parlé d'instituts d'enseignement. Qu'est-ce qu'on met sur d'autres sur ces territoires-là, les centres d'achat? Qu'est-ce qui est avantageux? Je vais commencer en fait par peut-être abonder dans le sens de Christian et j'aime bien disons le titre qui vient mettre au défi certains des préjugés peut-être ou des attentes qu'ont les gens envers les centres d'achat. Il y aura peut-être des centres d'achat où il n'y aura plus rien comme commerce et c'est des friches commerciales à requalifier. Tout simplement parce que nous, ce qu'on voit, c'est que en résultat du commerce en ligne, le format le plus menacé, c'est les big box. Les big box auront la vie courte. C'est trop gros, il y a trop d'inventaire, ça coûte trop cher à chauffer puis à climatiser quand les gens achètent en ligne. Ça ne fait plus de sens. Donc, pour nous, il y a deux bonnes nouvelles avec ça. Ce n'est pas une grande perte. Il n'y a personne qui va pleurer la disparition des big box, je crois, sauf les compagnies qui doivent les refermer. Mais ces compagnies-là auront des terrains qui sont énormes, sur lesquels on peut faire beaucoup de choses. Et en fait, je veux dire, les big box vivent du principe que moi, je suis le commerçant, moi, je vais tout centraliser. Si vous voulez acheter, vous venez me voir. Et c'est devenu franchement désagréable. On se sent comme du bétail là-dedans. Tout le monde le sait. En plus, qu'il faut faire du road rage entre un parking et l'autre parce que chaque magasin est à 150 mètres ou plus l'un de l'autre. On se sent comme du bétail. Et les gens en ont marre. Et je pense que c'est pour ça que le commerce en ligne est venu en réaction au big box. Ce que le commerce en ligne ne va jamais remplacer, c'est la rue d'ambiance. Et nous, on voit qu'il y a un bel avenir pour la rue d'ambiance. En fait,
du malheur de la pandémie et de toutes les fermetures de petits commerces, il vient peut-être quelque chose qui va donner un nouveau souffle à la rue d'Ambiance. C'est un grand nombre d'espaces vacants dont les loyers vont être déprimés et qui vont donc donner une porte d'entrée aux petits pour relancer une fois que la pandémie sera terminée. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter sur Amazon, c'est la rue d'Ambiance. Et c'est le fait d'être avec des autres. Une fois que la distanciation physique ne sera plus nécessaire, les gens crèvent d'envie d'être en public, les gens sont fatigués d'être enfermés. Et une fois que ça sera possible, je pense qu'on va assister à un boom du petit commerce qui va venir aussi peut-être changer du générique du commerce en ligne. Il y a des choses qui viennent avec le commerce en ligne, et ça, il faut se le dire aussi. Je veux dire, le commerce en ligne, ça peut paraître commode, mais c'est les moins commodes qu'on pense. Je veux dire, on parlait de la mode tout à l'heure. M. Duchestel parlait de la mode. Ma femme a acheté des vêtements en ligne et sur 10 paquets qui arrivent, la moitié ou plus n'ont pas la bonne taille. Il manque un objet, ce n'est pas la bonne couleur. Il y a toujours un chichi à aller retourner à la ligne 1-800 pour essayer de trouver quelqu'un à qui parler, renvoyer, aller à la poste, renvoyer le paquet, se faire rembourser. C'est des encombrements invraisemblables, tandis qu'un vrai magasin où on se présente en personne, puis on le regarde, puis on le touche, puis on rentre avec ce jour-là, en même temps qu'on l'a acheté. Tu sais, c'est un concept immortel, puis je pense que c'est quelque chose que les gens vont continuer à rechercher. Ce qui est plaisant de vivre dans une ville, c'est d'être en public, dans un espace public et dans un milieu qui est diversifié, qui est non générique. Et je pense que le commerce en ligne, tout comme le big box, ont peut-être fait preuve d'une hyper efficacité en termes de livrer de la marchandise au monde, mais ils ont enlevé tout le plaisir qu'il y a là-dedans. Tout le plaisir de la recherche, du flânage, d'être en public, d'être en compagnie, d'être juste dehors à se promener. Ça n'existe plus. Moi, je refuse de croire que notre vie consiste à être évaché sur notre fauteuil, à commander sur Amazon puis à se faire livrer à la maison. Et là-dessus, je pense que les centres d'achat qui se requalifient, encore une fois, vont miser sur soit la création d'un espace public intéressant ou la participation à un espace public qui est déjà établi. François, est-ce que vous travaillez, dans le fond, vos deux associates, vous travaillez à l'échelle internationale? Il y a des tendances qui se dessinent sur qu'est-ce qu'on fait avec ces on lieux? travaille surtout en Europe puis un peu au Québec. Puis je disais que les choses se retouchent assez quand même, les tendances. Mais oui, effectivement, disons, on a souvent un milieu un peu plus dense en Europe. Mais je suis d'accord avec je pense que c'est M. Migueles qui a dit à propos de la différente typologie de centres. Puis comme le cas de Cap-Rouge, c'est quand même intégré dans une communauté. Et la plupart des gros centres, ils sont assez isolés. Hein. Il y en a certains qui ont eu des choses, et à ce moment-là, sont plus difficiles à créer une densification. Puis le problème qu'on arrive, surtout dans les grandes villes, c'est les galeries urbaines. Ça va assez, je pense que le cas à Ottawa, c'est probablement beaucoup de galeries sur rue aussi hein, dans la ville. Tandis que quand on arrive avec des gros centres, disons, sur une ville secondaire, un des problèmes qu'on a, c'est que si on fait trop d'urbanisation là, on commence à compétitionner avec le centre-ville historique de la ville. Hein. Je pense surtout dans les villes en Europe qu'on voit où il y a eu ce qu'ils appellent les commerces externes, c'est les gros centres, et qui est en compétition directement. Puis souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver une stratégie de positionnement différente entre justement les centres d'achat externes et le centre-ville pour donner peut-être une expérience plus expérientielle et tout ça. Et là, je pense que ce que vous disiez, M. Forget, de compléter la programmation, peut-être moins de retail, je dirais 50% du retail va peut-être disparaître, mais il y a des fonctions sociales. Puis ça notamment dans les pays scandinaves, c'est très fort d'avoir tout ce qui est, disons, social, là, donc la clinique, les instituts d'éducation pour adultes, les bureaux de chômage, ces choses-là, des agglomérés justement dans ces endroits de densification, puis les bibliothèques publiques là, qui continuent à évoluer dans des hybrides. Et ça commence à participer. Ce n'est pas justement seulement de l'habitation, mais ça devient vraiment un petit centre urbain. Ça, c'est une chose sur laquelle on a travaillé sur plusieurs projets comme ça en Finlande puis en Suède. Puis je pense que c'est applicable dans les villes au Québec aussi qui ont quand même une certaine base de milieu urbain. Là. Merci. J'aurais des questions du public. Il y en a plusieurs, mais je laisserai Christian et Mathieu répondre à la question.
Si je peux rebondir, et je vais être un peu plus négatif que M. Miguelez qui parlait qu'il arrêtait pour avoir la revanche un peu des rues d'ambiance. J'en suis. Je suis même président exécutif de rue principale. C'est une de mes passions dans la vie, mais je suis quelqu'un aussi d'inquiet et qui voit venir les coups. Et justement, tout ce que subit les centres d'achat au niveau du retail, notamment du vêtement, mais au niveau aussi des grands achalandeurs qui étaient les Sears de ce monde, bien, le capitalisme est très bon pour se renouveler. Et ils se sont tous lancés dans des opérations pour attirer davantage le loisir, davantage les restaurants. Et ils sont lancés dans des marchés publics dans les centres d'achat. On voit ça un peu partout. Et un exemple pour les gens de Québec, le cochon d'Inde de la rue Maguire, rue d'ambiance, de Sillery, emblématique, la place Sainte-Foy est allée le chercher. La place Sainte-Foy est allée chercher le cinéma. Et donc, ils sont très bons pour se renouveler et ils se sont lancés dans le créneau où les rues d'ambiance et réussi à distinguer là, dans tous les commerces de bouche, donc restaurants, mais également offres alimentaires. Donc là, et c'est aussi un danger, et à un moment donné, il va peut-être falloir aussi que les villes tentent de gérer cette offre-là qui va devenir surabondante. Dans le cas de Montréal, on peut penser au Royal Mall qui disait qu'il n'y aurait pas d'impact sur le reste de Montréal, mais qui prévoyait plus de 100 restaurants sur le site. Donc, il y a vraiment, il ne faut pas minimiser là, la capacité justement de ces centres d'achat-là de finalement venir cannibaliser qu'est-ce qui marchait bien sur les rues d'ambiance. Il y a là un danger qui, selon moi, est à surveiller selon les villes et qui va demander parfois peut-être même être un peu proactif pour ne pas dire oui à tous les développements pour protéger les rues de proximité. Je crois que c'est un élément qui est important là, à considérer, leur capacité à se renouveler, assis sur du capital qui est capable de faire ce genre de grande opération-là. On le voit partout, hein, c'est ça la nouvelle tendance. On a lu des articles. Et donc, il y a des questions aussi à se poser comme société sur qu'est-ce qu'on veut puis quel est l'équilibre qu'on veut dans notre armature commerciale. Mathieu? Ben, je suis assez d'accord. Puis l'exemple de Place Sainte-Foy, ou du moins le secteur du Val-Laurier est assez bon. Là. On a des habillés-bols pour habiller Jacques. Puis on veut, oui, artificiellement créer l'ambiance de la rue, mais il n'y a pas de rue à Place Sainte-Foy. Je pense que la clé, lorsque c'est possible, moi je vais parler de ce que je connais de nos propriétés, c'est d'arrimer notre propriété à des rues existantes, prolonger la rue, amener la fonction urbaine et la prolonger dans la propriété. Et effectivement, si on reste juste dans le restaurant, retail, commerce, on tourne en rond. Quand on parle de mixité, à mon avis, puis M. Duchassel le disait aussi, l'usage communautaire, l'usage résidentiel, équilibrer notre requalification. Un milieu de vie, il faut que ça soit habité. Il peut y avoir des éléments de destination, bien sûr, un raccordement au transport public, mais à mon avis, si on ne veut pas faire les mauvais exemples que vous avez cités, M. Savard, il faut vraiment s'attacher au milieu urbain actuel. Pour moi, c'est fondamental. Puis on a le même défi au niveau du résidentiel. Il faut arriver avec une mixité aussi de ce développement-là. Là, la mode, on va planter un RPA. Parce qu'on dit les personnes âgées, proche de la pharmacie, proche de l'épicerie, c'est bien bon. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais uniquement cette dimension-là, je ne suis pas certain. Un RPA, oui. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une résidence étudiante? Dans le cas où le marché nous le permet, notamment nous avec notre université. Qu'est-ce qui nous empêche après ça d'avoir des maisons de ville? C'est cet ensemble-là. Et je dirais, on crée les rues, il ne faut pas oublier aussi des animés. Il faut une animation. Et cette animation-là, c'est pas juste d'amener le Cirque du Soleil une fois par année, mais c'est une animation faite pour et par aussi la communauté. Donc, moi, c'est là qu'on va éviter les pièges et qu'on va avoir des requalifications qui vont vraiment avoir une pérennité dans le temps et qui va vraiment desservir l'avenir.
Mathieu, tu réponds en partie à des questions qu'on avait. Il y a des gens qui nous ont mentionné une résidence pour personnes âgées, c'est ça que tu disais, RPA, à Gatineau. Donc, toi, ce que tu dis, c'est favoriser quand même une mixité sociale. Puis, il y a aussi la notion décloisonner ces sites-là qui sont souvent refermés sur eux-mêmes. Alain le mentionnait aussi, là, des fois, très loin de la rue. Puis, il y a quelqu'un qui pose la question, c'est Marc-André Bourgault qui dit le centre d'achat est souvent déconnecté par rapport aux trames bâties environnantes. Est-ce que la transformation passe par la démolition des bâtiments existants pour favoriser une meilleure connectivité? Puis, vous l'avez mentionné tout à l'heure, des fois, il faut démolir pour mieux reconstruire, mais des fois, ça peut paraître contre-intuitif quand on réfléchit en termes de développement durable. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Je peux me permettre, parce qu'on est au cœur de cet enjeu-là, notamment à Fleur de Lys, puis on va le devenir avec nos autres propriétés bientôt. Si on veut redonner du commerce sur rue, on n'a pas le choix d'enlever le mail. Souvent, en plus, c'est des bâtiments qui ont de l'âge. Okay? Ça n'a pas été conçu pour durer 150-200 ans, ces bâtiments-là. C'est des rapiècements. La mécanique du bâtiment est souvent désuète. Donc, oui, ça passe par une certaine démolition. Dépendant du site, là, il peut y avoir une proportion plus ou moins importante, mais dans aucun de nos 3 propriétés en ce moment, on est capable d'envisager seulement une requalification sur les bâtiments existants. De toute façon, soit qu'on ajoute en hauteur, soit qu'on démolit en partie ou en tout, c'est incontournable. Ça, à cette réponse-là, oui, on n'a pas le choix. Il faut l'envisager. Puis, je vous laisse répondre, mais en complémentaire, il y a aussi la question du stationnement. Si on en garde une partie, est-ce que c'est vraiment un milieu de vie intéressant d'avoir vue sur le stationnement? Bon, normalement, le stationnement, vous l'avez dit, on parlait de spaghetti au niveau des bails. C'est vrai, il y a des droits de visibilité, il y a des droits d'espace de stationnement. Tu n'as pas le choix de garder sur une partie de ton site certaines surfaces extérieures, mais il est possible d'enfouir le stationnement. D'enfouir le stationnement, d'avoir toute la volée intelligence artificielle. Il y a moyen de partager des usages de stationnement. Le résidentiel va peut-être donner un espace de stationnement pour le client à certains moments de la journée. Il y a de l'innovation qui est possible là-dedans pour réduire et maximiser l'utilisation du stationnement. Donc, oui, il en faut, mais il y a moyen de le réduire, il y a moyen de l'enfouir, de le camoufler. Il y a différentes stratégies là, pour ne plus avoir les grandes plaques de stationnement comme on peut voir en ce moment. De toute façon, c'est une perte en termes de valeur là. Incroyable. François, démolir pour mieux reconstruire? Oui, ben en fait, je trouve que c'est un aspect intéressant, c'est cette compétition dont je mentionnais entre le centre de la ville et le centre d'achat. Souvent, là, à Sainte-Foy, je n'étais pas au courant trop, mais je pense qu'il y a aussi un autre phénomène. Si on peut, certains centres d'achat vont devoir être transformés et probablement détruits, comme vous disiez, M. Forget. Les bâtiments ne sont peut-être pas nécessairement d'abord, ils ont souvent un étage seulement. Par contre, une chose qu'on a vue, nous, en Europe, c'est les villes grandissent. Et puis, donc, les banlieues deviennent des liens de transport, un peu comme le REM se fait. Et à ce moment-là, ça change la donne. Puis, en même temps, les gros big box transforment leur format. IKEA a commencé beaucoup en Europe avec les formats de ville, les formats qui passent de 25 000 mètres carrés à 5 000, 4 000. Et ça, à ce moment-là, une fois qu'on est rendu dans ces formats-là, on est capable d'enfouir ou de mettre comme big box compact dans des milieux de pôles urbains de banlieue, donc les genres de satellisation des villes, qu'on a des pôles. Et à ce moment-là, on peut ramener ces éléments-là de commodité dans les milieux urbains aussi. Donc, on a cette dynamique-là souvent que nous, on voit en tout cas que d'essayer de ne pas compétitionner avec le centre-ville, mais de le renforcer. Puis de ce moment-là, peut-être, effectivement, certains centres d'achat vont devoir être simplement ceux qui ne font pas partie d'un milieu de vie là, autour, vont peut-être devoir devenir des zones de logistique ou d'être complètement rasés et requalifiés complètement. J'ai d'autres questions du public, mais est-ce qu'il y avait d'autres panélistes qui voulaient réagir à cette question-là? Juste rapidement, le fait d'ajouter de la résidence à un centre commercial fait en sorte qu'on ajoute des bouches à nourrir sur le site. Donc, c'est vraiment la masse critique.
les propriétaires de centres commerciaux sont propriétaires d'immobilier, sont propriétaires de terrain. Et la façon d'avoir un revenu de ce terrain-là, ben, ça change, ça évolue. À un moment donné, si la formule commerciale s'est épuisée, je suis d'accord, j'abonde dans le sens de mes collègues, la formule commerciale va se renouveler, mais on se rend compte que de plus en plus, c'est peut-être plus intéressant de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Et donc, les sources de revenus viennent d'un peu partout, non seulement du commerce, mais aussi du résidentiel. Je pense que le résidentiel commence à prendre beaucoup plus de place parce que c'est tout simplement des bouches à nourrir. Des bouches à nourrir qui n'ont pas besoin de se parker quelque part. Elles n'ont qu'à descendre l'ascenseur. Et ça, c'est clé. Ce n'est pas tous les sites qui pourront faire ça. Et c'est là où on se retrouve, c'est comme une grosse boucle qui se referme, on se retrouve à reconstruire la ville d'une façon un peu plus traditionnelle ou immémorielle, si vous voulez. Le commerce est là parce que les gens en ont besoin. Et ben, s'il y a des gens, ben, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de plusieurs choses qu'on ne peut pas acheter en ligne. Et c'est vraiment la construction d'une masse critique qui fait en fait que les gens fréquentent leur commerce à pied parce qu'ils y sont proches, tout simplement. Donc, ce n'est pas tous les sites qui pourront faire ça, mais là où c'est possible, ça devient la logique centrale, je vous dirais. On nous mentionne, il y a Mireille Chebib-Aubé qui nous dit que pensez-vous des développements des centres d'achat des régions, comme celui à Saint-Jérôme ou à Valleyfield? Il y a des centres d'achat, il y a des municipalités qui continueraient d'accueillir des nouveaux centres d'achat ou en tout cas des zones monofonctionnelles. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Puis est-ce que vous auriez un mot sur cette dynamique-là? Est-ce que c'est un risque, en fait, de continuer d'investir dans ce genre ou de le permettre, du moins? Puis j'ajouterais une partie à ma question qui est, est-ce qu'il faut obliger la mixité sur ces sites-là? Est-ce qu'on fait juste remplacer du commercial par de l'habitat ou non, on veut vraiment un morceau de ville? Je vais peut-être commencer avec un commentaire général. Ça dépend de l'endroit. Et c'est pour ça que nous, dans notre nouveau plan officiel, on a l'approche du transept. Alors, on commence par interpréter d'après le contexte. Est-ce qu'on est dans un contexte de banlieue ou dans un contexte urbain ou dans un contexte de centre-ville ou dans un contexte rural? À Ottawa, on a tous les contextes. On a une frange rurale qui est à l'intérieur de notre municipalité. Mais mettons un contexte suburbain. Alors là, le deuxième filtre, c'est est-ce que c'est une requalification ou c'est un nouveau développement? Si c'est un nouveau développement, où est-il en rapport au transport en commun? Et là, on a un exemple en ce moment à Riverside South, où c'est un nouveau centre de banlieue qu'on est en train de faire, mais on le veut urbain dès le premier jour. Pourquoi? Parce qu'il y a la ligne 2 qui arrive en 2024. Et donc, on veut que ça soit articulé de façon piétonnière du premier jour. On n'a pas 40 ans à attendre que ça évolve over time, comme on dit tout le temps. Là, c'est comme overtime, c'est tout de suite. Il y a des lieux où on peut faire ça. Il y a des lieux où il faut y aller un petit peu plus phase par phase. Et il y a des lieux où on veut tout simplement reconnaître que pour l'instant, c'est comme ça. Alors, il faut bien choisir, disons, de quelle façon intervenir d'après la typologie du site, je dirais. Très bien. J'indique à nos 3 autres panélistes, ça va être votre mot de la fin en même temps, donc chacun à peu près 1 minute. Christian? Donc, ben, en fait, par rapport à ça, effectivement, peut-être que ces villes moyennes-là vont se retrouver avec des problèmes ou vont juste, encore une fois, cannibaliser des villes autour ou des centres d'achat plus vieux. Donc, on est dans une espèce de processus de terre brûlée. Il y a des juridictions qui commencent à vouloir faire cesser ce processus-là de terre brûlée. Je pense à la France qui regarde justement des possibilités de mettre un moratoire sur le développement de grandes zones commerciales, les zones d'activité qu'on appelle. Donc, dans une espèce de réaction pour protéger les centres-villes, mais également empêcher l'artificialisation des sols. Il y a parfois des grands coups comme ça qui sont donnés. Au Québec, on l'a fait pour protéger les terres agricoles. Peut-être que des villes, en tout cas, qui devront regarder ça. J'en profite pour dire qu'il va y avoir une politique nationale d'aménagement du territoire qui va être en discussion au Québec dans les prochaines années. C'est le genre d'enjeu qui sera à soulever. Merci. Moi, je dirais peut-être comme mot de la fin, juste un élément au niveau, je pense, du point soulevé avant, que je pense beaucoup de villes voient les centres d'achat, c'est un gros investissement, puis ils voient ça comme un compte de taxes foncières assez important.
Donc, je suis assez attiré par, des fois, de voir un nouveau établissement comme ça, alors qu'en réalité, quand on compare avec beaucoup de petits commerces en ville, c'est des petits comptes, mais en addition, ils peuvent être autant importants. En général, je pense que oui, le commerce va devoir changer énormément, puis je pense qu'on a cette accélération, donc c'est aussi une opportunité maintenant, mais définitivement, je suis d'accord avec ce que M. Miguel disait, que certains des sites, il faut faire la différenciation où ils sont situés géographiquement, mais aussi leur composition par rapport à leur lien avec la communauté, et puis de voir lesquels présentent des possibilités de développement qui vont, selon l'urbanisation qui se fait dans ce secteur-là, donc par exemple, soit en banlieue ou soit en ville. Alors, c'est un peu ça qui est le challenge peut-être. Merci, Mathieu. Le mot de la fin te revient. Dans le cas des centres commerciaux qui sont dans des milieux urbains, moi, je vais être positif pour la conclusion. Je pense que l'avenir offre des opportunités. Si on requalifie comme il faut, ça va être bien pour les commerçants, les petits commerçants de proximité qui vont avoir façade, qui vont être beaucoup plus préparés à de futurs enjeux pandémiques. On l'a vu, les commerces de façade ont eu plus de marge de manœuvre que les commerces en centre en maille. Donc, pour moi, c'est positif, c'est l'amélioration de la qualité de vie si on prend en compte du transport en commun, de bien intégrer ça. Pour moi, oui, un avenir, oui, c'est positif, mais il faut tenir compte de la communauté, il faut bien la comprendre en amont pour en assurer un succès. Très bien. Mais merci beaucoup, Mathieu, pour cette conclusion positive. Donc, merci encore à nos panélistes pour leur contribution. J'espère que ce partage d'expérience pourra nourrir vos réflexions, vos projets. On n'a pas pu répondre à toutes les questions du public, mais je pense qu'il y a Christian, entre autres, qui répondait au fur et à mesure dans la conversation. Donc, vous pourrez retrouver prochainement l'enregistrement de cette discussion sur notre site web, vivre-en-ville.org, dans la section vidéo. On vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. Merci pour votre présence et j'en profite pour vous inviter à notre prochain panel le 3 mars prochain sur le thème densification gagnant-gagnant. Comment on fait? Donc, à midi. Merci, messieurs. Merci Bonne beaucoup. fin de journée. Bonne journée. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.